Parfait. Eh bien, bonjour à tous. Je vais maintenant vous présenter le pendant côté laboratoire d'analyse de tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, Eurofins, dont je fais partie, est un acteur majeur sur la partie analyse au sens très très large, dans différents domaines. Un domaine plus particulier, l'environnement, et c'est bien le sujet aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'environnement, on va retrouver les analyses d'air, les analyses dans le domaine du nucléaire, la partie hydrologie pour la qualité de nos eaux, la partie sites et sols pollués, bien entendu, des choses aussi, des analyses sur les matériaux et combustibles, avec du NF, du marquage CE, et ce pourquoi je suis ici aujourd'hui, ce qu'on a appelé chez nous l'analyse pour le bâtiment, qui déborde un petit peu sur d'autres choses que le bâtiment, et qui a pour objet de chercher les polluants type amiante, mais pas que, dans les matériaux. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter un peu plus en détail ici. Donc, sur cette partie analyse pour le bâtiment, on réalise principalement de l'analyse d'amiante, aussi de l'analyse de plomb, aussi de l'analyse de champignons, d'autres choses. Pour l'analyse d'amiante, on a 700 collaborateurs qui sont répartis sur le territoire français et aussi en Europe. Il est à noter qu'on a 15 personnes qui sont dédiées à de la recherche et du développement. Et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui être en capacité de vous expliquer en détail ce qui se passe pour les laboratoires dans le cadre de ce nouvel arrêté. On a plus de 100 microscopes et on réalise plus de 3 millions d'analyses par an. Je vous en ai parlé rapidement, donc l'analyse d'amiante qui est l'un des points principaux de notre activité. Alors l'analyse d'amiante, ça regroupe plusieurs choses différentes, de l'analyse d'amiante dans l'air, de l'analyse d'amiante dans les matériaux. Et dans les matériaux, on peut avoir différents types de matériaux. On peut avoir du matériau du bâti. On avait notre collègue de chez Soprema précédemment qui intervient donc sur des bâtiments. On va avoir de l'analyse d'amiante dans les enrobés routiers. C'est le focus particulier que je vais faire dans un instant. Et puis, on peut avoir de l'analyse d'amiante dans d'autres types de matrices, des sols, des roches. Et ça, c'est une des spécificités chez Eurofins. Alors, sur la partie enrobé, de quoi est constitué un enrobé routier? Je ne suis pas sûr que je vais apprendre grand-chose au public aujourd'hui, mais ça m'introduit le reste de la discussion. Donc, on va avoir un liant, des filaires et des granulats, souvent issus d'une carrière de proximité. Le liant, donc bitume, goudron, on va retrouver potentiellement un ajout délibéré d'amiante. Et là, on est dans l'un des cas de figure du nouvel arrêté. Il peut aussi contenir des HAP. Je ferai un petit focus HAP un petit peu plus loin dans ma présentation. Et puis, la partie filaire et granulat, là, on va se retrouver dans un cas de figure un petit peu particulier, là aussi décrit dans le nouvel arrêté d'octobre 2019 pour la partie laboratoire. On va pouvoir se trouver dans un cas de figure d'amiante naturellement présent. Je vais vous détailler un petit peu ce que c'est que cette amiante naturellement présent. Alors, déjà, il faut savoir que de manière historique, dans les laboratoires Eurofins, on travaille sur ces matrices naturelles. La très grande majorité des acteurs autour de l'amiante présents en France se sont concentrés sur la partie matériaux manufacturés, matériaux du bâtiment, puisque les origines, la genèse des problématiques amiantes en France touchaient ces domaines-là, et que la réglementation était plutôt orientée vers ces domaines-là. Il
faut savoir que donc, chez nous, on est accrédité depuis 2014, donc bien avant cet arrêté, sur les matrices de type roche et sol pour de la recherche d'amiante. Qu'on travaille depuis 2018 et qu'on propose une prestation en lien avec le guide de l'UCIRF. Et puis que, à la suite de ce décret, donc de cet arrêté du 1er octobre 2019, on a été, du fait de cet historique, capable, dès janvier 2020, d'avoir notre accréditation à jour selon ce nouvel arrêté tout fraîchement paru. Alors, de quoi parle-t-on précisément quand on parle d'amiante et d'amiante naturelle? Alors, il faut savoir, et ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure pendant la table ronde, ça a été rappelé, l'amiante est une fibre naturelle. Donc, ça se trouve à l'état naturel. C'est pas quelque chose qui est issu d'un process de création réalisé par l'homme. Et donc, on va avoir une problématique spécifique liée aux granulats qui pourraient être utilisés sur la partie enrobé routier, puisque ces granulats, en fait, peuvent contenir de l'amiante, peuvent contenir plus précisément des roches amiantifères. C'est la petite photo que vous voyez à l'écran. On a une roche qui pourrait très bien être issue d'une carrière de granulats, et on voit qu'en fait, cette roche, elle est traversée par une veine d'amiante. Donc cette roche-là, si on en extrait du granulat pour aller faire nos constructions de route, et on va retrouver, on va disperser de l'amiante au sens naturel du terme sur les chaussées. Maintenant, comment savoir si on est en présence d'amiante naturelle ou d'un fragment de clivage? Fragment de clivage, je fais le lien pareil avec la discussion de tout à l'heure et de la réponse de l'OPPBTP. Fragment de clivage, c'est un terme que certains d'entre vous connaissent, et on est dans cette problématique plus générale des PMAI. Finalement, la question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui est de l'amiante au sens réglementaire du terme, et qu'est-ce qui est proche de l'amiante. En réalité, pour définir si on est en présence d'amiante ou non, il y a 3 critères définis, spécifiques, à aller vérifier. Et donc, c'est ce qu'on vérifie en laboratoire grâce à nos équipements. On va avoir la partie morphologie, donc au sens de la NFX 43050. Il va y avoir la composition chimique, donc quels sont les éléments qui constituent cette fibre dont on a défini la morphologie. Et on va avoir la diffraction qui correspond à la structure cristallographique. Donc, c'est comment est-ce que les atomes sont enchevêtrés les uns avec les autres. Je fais un petit pendant avec l'avant arrêté 2019. En réalité, donc les laboratoires étaient concentrés globalement sur l'analyse d'amiante dans les matériaux du bâti, qui étaient donc des matériaux manufacturés dopés volontairement à l'amiante. Il se trouve que ce dopage, il avait plusieurs propriétés. Il était globalement homogène, et il est d'ailleurs toujours globalement homogène, avec des teneurs relativement importantes, de plusieurs pourcents d'amiante pour le dopage, et puis avec globalement, principalement du chrysotile qui était utilisé. Chrysotile qui a pour caractéristique d'avoir une morphologie bien spécifique. C'est la seule serpentine des 6 amiantes réglementaires. Une chimie relativement stable issue des carrières que l'on connaît, et une diffraction qui est extrêmement simple à réaliser en laboratoire, puisque quel que soit l'angle selon lequel on réalise la diffraction sur la fibre, on a un résultat qui est parlant. Dans le cadre de l'amiante naturelle, les choses sont plus difficile que ça, puisque en termes de morphologie, on va déjà se retrouver plutôt sur des amphiboles, alors actinolite, trémolite, mais aussi anthophyllite, amosite et crocidolite, donc les 5 amphiboles. Et donc, on va se retrouver aussi avec des chimies qui vont être du coup plus fluctuantes d'une fibre à l'autre. Et donc, une difficulté plus importante de vérifier si cette chimie correspond bien à une chimie
réglementaire de l'amiante ou si on est en marge de ça. Là aussi, la diffraction va être un élément plus compliqué à mettre en œuvre puisque ces fibres-là ne réagissent pas de la même manière en fonction de l'angle selon lequel la diffraction est réalisée sur la fibre. Ce qui signifie que sur cette recherche d'amiante, on a une mise en œuvre qui est plus complexe de nos techniques de laboratoire. Et donc, c'est l'un des points qui est traité dans le nouvel arrêté pour la partie laboratoire, qui vise finalement à augmenter le niveau de connaissance des laboratoires pour, en particulier, réaliser une étude morphologique de manière plus fine, plus poussée, pour exclure la partie fragment de clivage, par exemple. Des chimies réalisées là aussi de manière plus précise selon l'IMA 12, et puis des diffractions, là encore, avec l'introduction d'équipements qui permettent d'orienter précisément les fibres pour pouvoir obtenir les diffractions qui permettent de conclure. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette nouvelle réglementation, c'est que les impacts sont à la fois côté laboratoire, de par l'arrêté du 1er octobre. Donc, le laboratoire doit être en mesure de détecter la présence d'amiante naturellement présent et ou délibérément ajouté, avec une limite de détection de la méthode qui doit valider donc une détection inférieure à 0,1% en masse. Côté organisme de prélèvement, là aussi, donc la réglementation est en train d'évoluer. On attend les arrêtés de mise en application de tout ça, et ça a été précisé tout à l'heure, avec l'ANFX 4602. Donc, c'est vous avez eu d'ailleurs le quiz tout à l'heure, hein, qui regroupe en fait toute la partie infrastructure. Donc, on va retrouver les routes, les réseaux, etc. Le quiz était très parlant et reprenait l'intégralité de ces éléments. Et puis, aussi en parallèle de ça, la NFP 94001, qui est en projet à ce jour et qui, là, vise vraiment la partie naturelle, donc la partie carrière, extraction d'éléments naturels. Du coup, deux cas de figure qui concernent plus particulièrement l'analyse sur les enrobés routiers. On va avoir le cas de figure des matériaux et produits manufacturés. Donc, ça va être l'analyse d'amiante naturellement présent dans une couche d'enrobé routier, liant plus granulat. C'est en fait la continuité de ce que la NFX 4602, qui n'a pas encore d'arrêté d'application, ce à quoi ça conduit. Et donc, on est dans le cas 3 de l'arrêté, celui-ci du 1er octobre pour la partie laboratoire, qui décrit de manière précise comment est-ce que le laboratoire doit réaliser ce type d'analyse. Et puis, sur la partie matériaux bruts, l'analyse d'amiante, ça sera le cas de figure pour ce qui est naturellement présent dans les granulats spécifiquement. Et là, on se rattache à la NFP 94001 que j'ai présentée tout à l'heure. Et on est dans un autre cas de l'arrêté du 1er octobre pour les laboratoires, qui est le cas 2. Dans ces deux cas de figure, il faut savoir que l'arrêté laboratoire nous impose du coup de réaliser en particulier 3 analyses au lieu d'une seule sur les échantillons qui nous sont soumis. En fait, cette mise en place a surtout pour but de pallier aux problématiques d'hétérogénéité qu'on va avoir dans ces cas de figure-là d'amiante naturelle. Lorsqu'on est sur de l'amiante délibérément ajoutée, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est globalement sur quelque chose d'homogène. Ce n'est pas le cas dans les cas de figure qui sont présentés ici. Et donc, pour rappel, depuis janvier 2020,
les laboratoires Eurofins sont capables de réaliser sous accréditation ces analyses-là. Maintenant, sur la partie HAP et HCT. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Les HCT, donc on va avoir la partie hydrocarbures, qui sont tous les composants contenant uniquement du carbone et de l'hydrogène. Là-dedans, on va avoir les HCT au sens du guide CEREMA, donc les C10 à C40, donc qui contiennent en fait 10 atomes, de 10 à 40 atomes de carbone, qui sont les hydrocarbures totaux. Donc c'est l'ensemble des hydrocarbures contenant le nombre de carbone de la fraction définie au sens du guide CEREMA. Et à l'intérieur de ces HCT, on va retrouver la partie HAP. Donc les HAP, ce sont des HCT, ce sont des chaînes carbonées de 10 à 40 atomes de carbone, mais qui ont une particularité, c'est qu'ils sont composés d'au moins 2 cycles aromatiques. Alors pour les chimistes parmi nous, je reviens juste sur ma slide précédente, voilà, où on voyait à quoi ça pouvait ressembler. Ça peut vous rappeler des souvenirs de vos années collège et lycée. Pourquoi est-ce qu'on les analyse, ces HAP? Alors déjà, on les analyse parce qu'ils sont classés cancérigènes par le Code du travail depuis assez récemment, finalement, depuis un arrêté du 26 octobre 2020. On les analyse aussi parce qu'ils sont néfastes pour l'environnement. Et on les analyse parce que ça détermine la possibilité de recycler l'enrobé ou non. Et donc, du coup, pourquoi finalement recycler un enrobé? Cette question, elle est finalement assez triviale à répondre, parce que l'enrobé, déjà, va conserver ses propriétés mécaniques lors de son recyclage, lors de sa réutilisation. Donc, finalement, pourquoi se séparer de quelque chose qui est encore capable de servir? Et puis, parce que de ce fait-là, ça représente un gain économique et environnemental, tel d'ailleurs que défini dans les conventions d'engagement volontaire, lors de la COP 21 et par l'IDRIM en 2016. Alors, un petit rappel sur les réglementations et recommandations autour des HCT et des HAP. Pour la partie recyclage, on va en fait avoir différents seuils à respecter. Il y a quelque chose de réglementaire, donc on peut faire un recyclage à chaud de manière réglementaire jusqu'à 50 mg par kilo de HAP et jusqu'à 500 mg par kilo de HCT. Et ensuite, on n'est plus dans le cadre de quelque chose de réglementaire, mais d'une recommandation. On va pouvoir faire un recyclage à froid des HAP contenant jusqu'à 500 mg par kilo de HAP. Et puis, il y a la partie déchets. Finalement, comment est-ce que, en fin de vie, on va pouvoir traiter ce bitume? On va être dans un cas de figure de traitement finalement assez classique d'ISDI, dans le cas de figure où, là encore, on aura été capable de montrer qu'il y a moins de 50 mg par kilo de HAP. Et de la même manière, jusqu'à 500 mg par kilo de HCT. Et après, des choses qui sont plus à l'appréciation de l'IS, lorsqu'on est au-delà des 50 mg par kilo pour la partie HAP et de 500 mg par kilo pour la partie HCT, on va se retrouver soit en ISD-ND, soit en ISD-D, et ça, c'est en fonction à l'appréciation de chaque IS. Et puis, on a la partie R, où là, on n'a pas encore des choses réglementairement établies, mais des recommandations avec des mesures de VLEP, et donc une recommandation à 150 nanogrammes par mètre cube sur, en particulier, le benzopyrène. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les analyses sur les enrobés routiers?
Alors, ces analyses, on a parlé d'analyse d'amiante, on a parlé d'analyse de HAP, de HCT. Ces analyses, elles peuvent être demandées indépendamment les unes des autres. Rien n'oblige de faire tout en même temps. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il est très important, et c'est bien rappelé dans l'arrêté du 1er octobre 2019, de respecter les quantités minimales et maximales demandées. La quantité minimale en particulier, c'est la quantité qui va nous permettre de rendre un résultat fiable d'analyse. D'ailleurs, on vous préconise chez Eurofins une quantité optimale qui se situe entre ces deux valeurs. La quantité maximale, quant à elle, a son importance pour la sécurité à l'intérieur du laboratoire. Recevoir des échantillons trop volumineux génère des problématiques de traitement en laboratoire, et donc il faut là aussi les proscrire pour la protection des gens qui vont travailler sur ces échantillons-là, à la fois de par leur poids, mais aussi par le fait qu'ils vont être difficilement traités par nos équipements de protection collectifs, puisqu'on travaille globalement sous hotte dans les laboratoires, et donc des choses trop volumineuses ne peuvent pas être traitées sous hotte. Le troisième point, c'est que les carottes, et alors on l'a évoqué déjà, les carottes, elles doivent être analysées couche par couche. C'est l'un des b.a.-ba d'une analyse précise. Faire une analyse globale, c'est l'inverse de réaliser une analyse précise. On va diluer l'amiante si elle est présente dans l'une des couches et qu'on réalise une analyse globale. Donc, il faut bien qu'une analyse soit réalisée couche par couche. Il y avait un flou jusqu'à l'arrêté du 1er octobre. Maintenant, ce flou est complètement levé. Et donc, c'est bien précisé noir sur blanc la manière dont il faut procéder. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le contexte d'amiante naturellement présent, c'est au préleveur de déterminer finalement si on est dans ce contexte d'amiante naturellement présent ou si on est dans le cadre d'une recherche d'amiante délibérément ajoutée. Donc, il faut bien que ce soit précisé lorsque l'échantillon est envoyé au laboratoire, si on se place dans une recherche au sens de l'amiante délibérément ajoutée, ou si on se place dans le cadre d'une recherche d'amiante naturellement présente. Et finalement, concernant les déchets et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, eh bien, les réglementations imposent des analyses qui conditionnent la gestion des déchets, et puis la réglementation, les besoins et le stockage, c'est finalement notre rigueur et notre justesse qui garantissent et préserve l'environnement et la santé des travailleurs. Donc pour nous, il est absolument indispensable à la fois de s'informer autour de ce nouvel arrêté qui vise à faire évoluer dans le bon sens et à être plus précis dans ces recherches-là, parce que l'enjeu avant tout, c'est un enjeu environnemental et de santé des travailleurs. Nos équipes sont à disposition pour répondre à vos questions, et moi le premier d'ailleurs, puisqu'on va pouvoir se retrouver dans quelques instants dans la salle privée. Mais ça, je crois que Xavier, tu vas nous l'expliquer à tous pour échanger plus avant sur ces sujets-là. Voilà, merci Thomas pour cette présentation très claire. Effectivement, on voit que ça bouge pas mal au niveau des analyses. Alors, une question de Daniel, peut-être de point de vue de santé, je ne sais pas si tu as la réponse, hein, c'est les matériaux naturels, l'amiante naturelle, est-il plus dangereux ou moins dangereux que l'amiante ajoutée, ou c'est sensiblement équivalent? Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus?
En fait, il n'y a pas de différence aujourd'hui qui est faite entre la dangerosité d'une amiante délibérément ajoutée ou d'une amiante naturelle. Et en réalité, la définition de l'amiante reste la même, que ce soit une amiante naturelle ou une amiante délibérément ajoutée. C'est bien la même chose que l'on va chercher. Les difficultés à trouver cette amiante sont plus importantes dans le cadre d'une amiante présente naturellement que dans le cadre d'une amiante délibérément ajoutée, mais les fibres que l'on cherche sont définies exactement de la même manière, et donc leur dangerosité est la même. Ouais. Une question de Fabien qui demande avec ces nouvelles analyses et nouvelles réglementations, est-ce que les coûts augmentent et comment est-ce qu'on sait quand on envoie, je fais un corollaire à cette question-là, quand on envoie à l'analyse, comment est-ce qu'on sait combien il y a d'analyses qui vont être faites réellement derrière? Alors, effectivement, les évolutions font que il y a deux types d'analyses, de grands types d'analyses maintenant qui sont proposées en laboratoire de manière générale. L'analyse délibérément ajoutée, qui finalement correspond à l'analyse qui était faite par la majorité des acteurs jusqu'à présent, et cette analyse sur recherche d'amiante naturellement présente, qui met en œuvre, finalement, c'est l'équivalent de 3 analyses à peu près en laboratoire, un peu plus que ça en réalité. Et donc, il y a aussi une tarification qui est en lien avec ce travail supplémentaire qui doit être réalisé. Oui, donc il y a un changement effectivement des tarifs. Et une dernière question, alors peut-être de Salah, qui dit pour l'analyse amiante naturelle dans les granulats, peut-on se baser sur carto BRGM des carrières? Alors ce que j'entends derrière cette question, c'est si je sais d'où viennent mes granulats, est-ce que je peux ne pas faire cette analyse? Alors, moi, j'ai pas cette réponse-là et je pense que peut-être nos collègues de l'OPPBTP pourront répondre, ou du BRGM en l'occurrence. Voilà, moi, je ne saurais pas répondre à ça si la voie documentaire, finalement, permet de répondre à la question. Pas à ma connaissance, mais peut-être que les choses sont en train de bouger en ce sens-là. Voilà, donc permet de s'exonérer ou pas de l'analyse. Moi, je ne l'ai pas vu non plus, donc ça m'étonnerait, mais effectivement, à faire confirmer par l'OPPBTP. Voilà, merci beaucoup Thomas pour cette présentation.